Alors je vais essayer dans cette contribution d'apporter à nos réflexions un éclairage comparatiste pour essayer de comprendre si nos systèmes juridiques européens convergent ou au contraire divergent dans les techniques juridiques mises en œuvre pour assurer la lutte contre la pandémie que nous connaissons. Ce n'est donc pas le fond du droit que j'aborderai ici, mais bien les techniques juridiques. Je le ferai en m'appuyant sur 4 pays. À l'origine, la communication ne devait concerner que 3 pays, la France, la Suisse et la Belgique, mais notre collègue Aurore Gaillet a bien voulu me donner des éclairages extrêmement utiles sur la situation en Allemagne, de sorte qu'il m'est possible d'ajouter à cette comparaison la situation allemande. Alors, pour procéder à cette analyse, je voudrais procéder en 3 temps. Je voudrais tout d'abord montrer les évolutions qu'ont connues les fondements juridiques des mesures prises en matière de lutte contre la pandémie, entre la situation initiale, telle qu'elle est apparue dans les pays, en gros, à la fin du mois de février ou au début du mois de mars, et la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Je voudrais ensuite montrer comment s'articule dans ces différents pays la situation du national et du local. Et je voudrais enfin, dans un 3e temps, essayer de montrer ou de tracer des perspectives pour les enjeux ou les mesures qui ont vocation à être prises dans l'avenir. Alors, tout d'abord donc, la question de l'évolution des fondements juridiques entre les mesures initialement prises et celles qui le sont désormais. Alors, tout d'abord, observons que dans nos 4 pays, on avait pour lutter contre la pandémie, pour faire simple, 2 systèmes. Le premier système, c'est celui qui existe en Allemagne et en Suisse, avec une loi très précise et très structurée de lutte contre les épidémies. En Allemagne, c'est une loi du 20 juillet 2000 de lutte contre les infections, et en Suisse, une loi du 28 septembre 2012, lutte contre les maladies transmissibles de l'homme. Donc ça, c'est le premier modèle, une loi très structurée, avec des pouvoirs déterminés, des compétences également déterminées. Second modèle, c'est le modèle belge, qui ne dispose d'aucune loi particulière en matière de lutte contre les épidémies, mais dispose d'une loi en matière de sécurité civile, qui vise donc des objets beaucoup plus larges que les questions d'épidémie, mais qui permet de prévoir également de mettre en œuvre des mesures sanitaires si nécessaire, et des mesures sanitaires assez strictes, puisque cela peut englober le confinement. Et entre ces 2 modèles, nous avons donc la situation française caractérisée par une base légale existante, ce sont les dispositions du Code de la santé publique qui ont fondé les premiers arrêtés ministériels qui ont été pris, qui ont mis en œuvre le confinement. Base législative existante, base législative habilitant, dans le cadre d'une police administrative spéciale, le ministre de la Santé à prendre un certain nombre de mesures et les préfets à les renforcer à l'échelon local, mais base juridique extrêmement succincte, puisqu'elle n'est pas aussi structurée que l'Allemagne ou la Suisse. Mais quel que soit le modèle qui a été adopté, on a constaté très rapidement le basculement de tous les États, alors à des rythmes différents il est vrai, mais le basculement de tous les États vers une base juridique élargie, une base juridique souvent trouvant sa source dans la Constitution, mais pas nécessairement, et visant à étendre les pouvoirs du pouvoir exécutif, si vous m'excusez cette vilaine répétition.
C'est tout à fait caractéristique, par exemple en Suisse, où la première ordonnance de lutte contre le coronavirus est adoptée le 28 février sur la base de la loi que j'évoquais tout à l'heure de 2012, oui. Mais dès le 13 mars, une nouvelle ordonnance, beaucoup plus stricte et beaucoup plus contraignante, est adoptée, cette fois-ci, sur la base de l'article 185 de la Constitution helvétique, qui habilite le pouvoir exécutif à prendre des mesures lorsqu'il existe des menaces graves à l'ordre public. En Belgique, le 26 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, est adoptée une loi conférant des pleins pouvoirs au gouvernement fédéral, mais déjà à l'échelon des régions, et on peut prendre notamment l'exemple de la région Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 19 mars 2020 avait habilité le gouvernement de la région à prendre des mesures dans le domaine législatif. En Allemagne, également le 26 mars, a été adoptée une loi modifiant la loi de 2000 que j'évoquais tout à l'heure sur les infections, et habilitant également le ministre fédéral de la Santé, puisqu'en règle générale en Allemagne ce sont les ministres et non pas le gouvernement fédéral qui sont habilités dans ce type de situation, à prendre des mesures d'effet immédiat. Et évidemment, nous avons connu la même situation en France, avec le passage de ces arrêtés ministériels, tout d'abord un décret du Premier ministre pris sur la base des théories exceptionnelles de l'arrêt RIS de 1918, et permettant donc au gouvernement de prendre des mesures relevant normalement du domaine de la loi en raison de l'urgence, puis ensuite avec la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, donc une démarcation en quelque sorte de la loi de 1955 dans le contexte sanitaire, et une habilitation du gouvernement à prendre dans des domaines très étendus des ordonnances complétant les mesures prévues par la loi elle-même et par le décret initialement adopté. Pourquoi cette évolution ? De toute évidence, la lutte contre la pandémie ne pouvait pas rentrer dans les cadres classiques des lois, même des lois précises et structurées que ces différents États avaient mis en place. Elle nécessitait des mesures extraordinaires, au sens le plus strict du terme, des mesures extraordinaires, et par conséquent, il était nécessaire de basculer de ces bases juridiques précises à des bases juridiques plus larges. Pour ce qui concerne la France, c'est tout à fait caractéristique. Il était difficile d'admettre que ce soit sur la base d'une habilitation du Code de la santé publique que le ministre de la Santé règle la situation. Il était nécessaire d'étendre cela au niveau interministériel, au niveau gouvernemental, et par conséquent, cela explique cette situation. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est donc la question de l'articulation du national et du local, c'est-à-dire de la mise en œuvre de différentes mesures à l'échelon de l'État, alors État fédéral, puisque dans ma comparaison, il y a 3 fédérations et un État assez centralisé, la France, donc du national et des pouvoirs locaux. Alors, assez étrangement, on ne peut pas regrouper d'un côté les fédérations Belgique, Suisse, Allemagne, et d'un autre côté la France. On va se rendre compte que l'on se trouve dans 4 situations, pardonnez-moi, très différentes. Dans la situation suisse, la compétence de principe est une compétence fédérale sur la base des dispositions de l'article 185 de la Constitution que j'évoquais tout à l'heure, et les ordonnances des États fédérés qui peuvent intervenir, et qui sont d'ailleurs intervenues dans la plupart des États composant la Confédération helvétique, ont simplement pour but, ou ne peuvent avoir pour but, que d'aggraver des mesures décidées à l'échelon fédéral. En Belgique, on a également une compétence fédérale de principe, mais sans doute plus large qu'en Suisse,
et des compétences subsidiaires des régions dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence fédérale. Et d'ailleurs, lorsqu'on examine, alors je l'ai fait rapidement, et peut-être est-ce que je commets une erreur ou une imprécision en évoquant cela, mais lorsqu'on examine les textes qui ont été pris aux échelons régionaux en Belgique, on a le sentiment qu'ils n'ont pas eu d'effet très important sur le cadre général de la lutte contre la pandémie. En Allemagne, la situation est toute différente. La situation est toute différente car la compétence de principe sur la base de la loi de 2000, et plus généralement d'ailleurs sur la base de la constitution allemande, est une compétence de principe des Länder. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a pu, au cours des semaines passées, entendre parler de guidelines fédérales et de tentatives de parvenir à un accord entre l'État fédéral et les États fédérés pour une coordination des mesures. Et enfin en France, hein, vous le savez, on l'a évidemment constaté très rapidement, on a eu pour l'essentiel des mesures au niveau étatique. On a eu un certain nombre de précisions au niveau local, par exemple les fermetures ou les restrictions de marché avant que la mesure ne devienne nationale sur l'invitation du Conseil d'État à préciser les mesures, les commerces qui pouvaient rester ouverts. On l'a vu également avec l'instauration de couvre-feu dans un certain nombre de communes, mais néanmoins, l'essentiel de l'impulsion reste bien une impulsion nationale. Pourquoi un échelon essentiellement national ? Eh bien, au fond, la situation de l'Allemagne nous l'explique assez bien. Pourquoi un échelon simplement national ? Parce que dans la situation actuelle, il est difficile d'admettre que les entités locales, quel que soit leur statut, tirent à U et à DIA. Il faut fixer un cadre national évident. Et d'ailleurs, la réforme de la loi de 2000 en Allemagne pour conférer des pouvoirs à l'échelon fédéral vise justement à essayer de contraindre ceux des Länder qui s'étaient montrés récalcitrants à la mise en œuvre de mesures strictes de confinement, de pouvoir le faire. Donc, vous le voyez, des situations différentes, mais qui convergent toutes, malgré tout, vers une, et c'est d'ailleurs logique, vers une forte domination du pouvoir national sur le pouvoir local, y compris dans les fédérations. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est la question du cadre juridique au-delà des seules mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'extension de la pandémie. Alors, ce que l'on constate, c'est que là encore, les habilitations qui ont été conférées au pouvoir exécutif vont, dans les 4 pays, dans 3 pays en tous les cas, en Allemagne c'est un peu moins vrai, vont assez largement au-delà des mesures sanitaires. Et la vague d'ordonnances que nous avons connue en France, au cours de ces derniers jours, et notamment mercredi et jeudi, eh bien cette vague d'ordonnances, on la connaît également en Suisse, hein, si on regarde le recueil fédéral suisse, l'équivalent de notre journal officiel, il y a chaque jour 5 ou 6 ordonnances qui sont prises, et c'est également le cas en Belgique. Et on constate, à la vérité, que les domaines traités sont à peu près les mêmes dans tous les pays, et le sont à la vérité dans des conditions assez analogues, hein, la sécurisation financière, les problématiques liées au chômage, les problématiques liées au paiement ou au non-paiement des loyers, les problématiques liées au retard de la justice ou aux circonstances particulières de mise en œuvre de la justice dans ces périodes. Tout cela se trouve traité dans la plupart des pays. Relevons simplement ici peut-être une petite spécificité allemande, c'est que comme la compétence économique est assez largement fédérale en Allemagne, eh bien c'est pour l'essentiel sur la base de mesures fédérales que ces décisions sont prises, même si on note un certain nombre de Länder qui prennent des mesures fiscales. Par exemple, en Bavière, il y a une réduction d'impôts qui est prévue, en tous les cas pour les impôts qui sont perçus par cet État fédéré. Et puis, on sent dans tous les pays
mais pour l'instant les mesures ne sont pas prises. On sent également émerger la même problématique, des mesures à prendre pour la sortie de crise, pour la sortie de la pandémie, et en particulier ici, avec des débats qui commencent à émerger, mais qui pour l'instant ne sont pas encore structurés dans des textes législatifs ou réglementaires, les questions liées au maintien ou à la sortie du confinement, au dépistage et aux conséquences du dépistage, et en particulier au pistage qui suit le dépistage, et à la mise en relation de ces questions avec les droits fondamentaux. Ici, le sentiment que l'on peut avoir en lisant donc non pas des textes, mais de la doctrine, des opinions de juristes ou d'autres personnes, c'est que les traditions nationales d'exercice des droits fondamentaux devraient sans doute reprendre de la vigueur et qu'il n'y aura sans doute pas un traitement aussi analogue de ces questions liées aux droits fondamentaux qu'on peut le trouver pour les questions économiques et sociales. Voilà quels sont, dans le bref temps de cette communication, les perspectives comparées que je souhaitais aborder, et nous aurons naturellement l'occasion de pouvoir les approfondir au cours des débats qui auront lieu lundi et mardi prochain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon confinement pour la suite de cette difficile période.